Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors qu'on vient tout juste de laisser le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, lui, mais qui est c'est intervenu. majeur comme intervention, parce que le gouvernement fédéral s'en était pas vraiment mêlé. Puis sincèrement, moi, j'avais l'impression que c'est un dossier de la Ville, du gouvernement du Québec via les services sociaux qu'il offre. Mais effectivement, là, une fois qu'on me le dit, c'est bien trop vrai, ça prend une autorisation. Le code criminel ne permet pas de consommer de la drogue dure, de même dans un lieu public. Ça prend une exception, une exemption que doit fournir le gouvernement fédéral. Oui, c'est étrange parce qu'on s'accusait tous mutuellement de se lancer la balle autant le municipal que le provincial. On savait pas que le fédéral pouvait mettre sa main là-dedans. Voilà que c'est fait, donc une demande qui est faite par Pierre Poilievre. Hâte de voir ce que ça va donner. Demande formelle, là, par lettre, au ministre de la Santé de retirer le permis, de retirer l'autorisation à la maison Benoît Labre. Oui, on verra ce que ça va donner parce qu'après ça, est-ce qu'il y aurait précédent pour faire la même chose avec toutes sortes d'autres centres d'inhalation ou d'injection supervisée dans la province? C'est une autre question aussi qui est légitime de se poser. Si on revient au Québec, plutôt, Mario, il y a une rencontre officiellement entre Justin Trudeau et François Legault qui est prévue dès lundi prochain à Québec. On se souviendra que depuis le 15 mars dernier, qui était le moment de leur dernière rencontre, mais on s'était dit qu'on allait devoir faire une mise à jour par la suite puisqu'il n'y avait pas eu... Il n'y a pas eu vraiment d'annonce là, après la toute première rencontre entre les deux. En fait, il y avait eu une annonce. On va se revoir au mois de juin. C'était ça l'annonce. Voilà, on va se revoir au mois de juin, puis maintenant qu'on a la date, c'est lundi prochain, mais on va pouvoir espérer du côté du gouvernement Legault. L'annonce peut pas être on va se revoir au mois d'octobre. Là. Il faut qu'il y ait des résultats. Et j'ai posé hier à LCN la question à la ministre québécoise de l'immigration. Vous attendez à quoi? Puis ma question, c'est de l'argent? Parce qu'il y a toutes les factures non remboursées par le fédéral. Le Québec en a pour 1 milliard de réclamations. De l'argent ou des nouveaux pouvoirs? Et sa réponse, c'est les deux. Oui, les attentes sont élevées là, à Québec. Oui. On veut avoir remboursement des factures qui traînent. Et là, je rappelle aux gens, des factures d'aide sociale, des factures pour les écoles, des classes spéciales et autres, des factures, je ne sais pas s'il en reste pour de l'hébergement. Je pense qu'il en reste un peu. Quoique l'hébergement, c'est la seule chose où le fédéral a payé à date, l'hébergement temporaire. Francisation. De la francisation, même de l'aide juridique. Donc, toutes sortes de factures qui ont été assumées par le gouvernement du Québec et pour lesquelles le fédéral avait l'habitude de payer. Mais maintenant, le fédéral dit, là, il y a tellement de demandeurs d'asile, les factures sont rendues tellement grosses que je ne veux plus les payer. Mais je pense que le fédéral va devoir assumer ses responsabilités. Donc là, on parle de toute l'année 2021, toute l'année 2022, toute l'année 2023. Juste en aide sociale en 2023, on est à 400 quelques millions. Ah, c'est de l'argent. Les factures totales, à mon avis, tu as dépassé présentement, avec tout calculé jusqu'à la fin 2023, tu es au-dessus du milliard. Oui, ça se pourrait fort bien. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Plus des nouveaux pouvoirs en matière... Les pouvoirs, je pense qu'ils voudraient au Québec, c'est un pouvoir de sélection sur une base linguistique. Donc, de pouvoir choisir, entre autres par les travailleurs étrangers temporaires, là, pouvoir choisir dans des bassins de gens qui parlent déjà au moins un peu le français. Ouais, tout ça par des visas qui seraient émis là, spécifiquement pour certaines populations. Donc, ouais, c'est sur les deux fronts. C'est ce qu'on attend du côté de Québec. Puis, ça fait un bout là, qu'on va parler à Ottawa, qu'on cogne à la porte là, du côté de M. Legault aussi. On doit s'attendre à des résultats, puis c'est bien certain, surtout avec le Parti québécois qui talonne très fort en arrière avec toutes ces questions-là aussi. Ben, on n'a pas le choix d'arriver vers une victoire du côté de M. Legault. Peut-être un rayon d'espoir, c'est que le lieutenant du Québec pour le Parti libéral, Pablo Rodriguez, a déjà dit plus tôt cette semaine, lorsqu'on l'a interrogé, que s'il y aurait une offre intéressante qui viendrait là, pour Québec au lieu de la prochaine rencontre. Donc, lueur d'espoir quand même de ce côté-là. Puis pendant ce temps-là, tu parlais de la ministre Christine Fréchette, donc de l'immigration ici au Québec. Il y a une rencontre qui est prévue avec les membres du comité provincial fédéral au sujet de la répartition aussi des demandeurs d'asile à travers le pays. Parce que, encore une fois, au cours du dernier mois, du dernier trimestre, le Québec accueille plus de demandeurs d'asile que le reste du pays. Mais moins... C'est-à-dire qu'en proportion, là, il y a l'Ontario qui en reçoit énormément. Mais on en reçoit autant qu'avant. On n'en reçoit pas moins. Et on en disait déjà qu'on en recevait trop. Mais là, ça a tellement augmenté en Ontario que notre pourcentage dans l'ensemble du pays a un peu baissé. Mais là, il y a un temps qu'on en recevait, il y a un bout de temps avec le chemin Roxham, on en recevait 55-60% et plus, c'était complètement fou. Mais la répartition, c'est pas si simple parce qu'il y a des...
On le dit pas trop. Au Canada anglais, on aime dire que le Québec est xénophobe, est intolérant, xénophobe, veut pas que... Mais je lisais à l'île du Prince-Édouard, là, ça brasse pas mal. Là. Le gouvernement de l'île du Prince-Édouard a fermé les robinets. Puis c'est une petite province qui recevait des très petits nombres en immigration. Mais là, problème de logement, les mêmes affaires qu'ici. Le problème de logement, problème d'accès au système de santé, problème de place dans les écoles. Mettre la pédale douce, veulent plus accueillir trop. Donc, il y a un problème là, à l'échelle de tout le Canada. Puis il y a quelqu'un qui a été très heureux aussi d'entendre cette annonce-là, Mario. C'est le maire de Québec, Bruno Marchand. Parce qu'on se souviendra qu'en mars dernier, lorsqu'il y avait eu la rencontre, ça s'était fait à Montréal. Et ça avait fait tout un tollé dans la région de Québec. Là. Monsieur Marchand, qui était pas content du tout, disait « Ma ville, c'est la capitale nationale, c'est supposé être là que ça se passe tous les sommets. » Faut croire qu'il a été entendu, puisque c'est à Québec que ça va se faire dès lundi. Bon. Tout savoir en 24 minutes. Si on vient y aller en tramway. Ah non, c'est pas encore construit, ça. Est-ce que ça va être construit? Je m'en viens confus, ces transports en commun au Québec. On va le savoir en juin. C'est les véhicules infra, nous vous attendons. On revient à la politique québécoise, justement dans la capitale nationale, parce que en fin de session parlementaire, là, au fur et à mesure qu'on se dirige vers l'été, des fois... C'est comme la fin des classes, Mario. Il y a les tempéraments qui commencent à s'échauffer. Il y a des gens qui ont hâte d'être en vacances. Il y en a qui sont tannés d'être là. C'est pas un gros brasse-camarade aujourd'hui. C'est une petite passe d'armes. Petite passe d'armes, mais quand même, qui va peut-être faire débat dans les chaumières, Mario, disons-le, parce que c'est Bernard Drinville qui se faisait questionner par Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire, qui lui disait, qui parlait du système d'éducation à 3 vitesses là, qu'on a au Québec avec le public, le privé et autres. Et là, d'un certain élitisme associé à ça. Voilà, d'un certain élitisme. Si t'as de l'argent, t'envoies tes enfants à l'école privée. Sinon, ben, c'est à l'école publique. Une espèce de vieille mentalité qui perdure un peu partout au Québec. Et là, ben, Bernard Drinville a pas trouvé ça drôle, puis il a nargué Gabriel Nadeau-Dubois en disant que lui-même est un enfant qui vient du privé. Ce qui est vrai. C'est factuel, Mario. On va écouter cette passe d'armes, justement, Mario. Maintenant, Madame la Présidente, petit commentaire sur les écoles privées. Là, le chef de QS qui est allé à l'école privée, y a-t-il un commentaire à faire là-dessus? Attendez. Attendez, monsieur le chef. Et donc, par la suite, ben, on a une réponse de Gabriel Nadeau-Dubois, tout ça, lui qui a été questionné là, un peu plus tard dans les corridors du Parlement. Il aurait pu quand même amener le fait que Bernard Drinville, ses enfants vont privé aussi. Oui, mais... Il l'a pas fait. Mais Bernard Drinville est pour la mixité. Il veut pas enlever... Tu sais, le malaise, c'est d'utiliser... En fait, le malaise ultime, il dure au Québec depuis... En 76, le PQ, c'était fait élire, c'était le bon parti de gauche, puis ils promettaient de couper dans l'école privée, puis tout ça. Ils sont arrivés au Conseil des ministres, là, au cabinet. Puis là, ils se sont regardés. Moi, ils vont au privé. Ouais, toi, ils vont au privé. Ouais, mes enfants, ils vont au privé. Ouais. Puis ils ont fait, on a l'air fou un peu. On a l'air fou un peu. Et c'est une hypocrisie, mais je trouve, qui est inutile, dans le sens que Gabriel Nadeau-Dubois devrait dire, oui, j'ai eu une excellente éducation, originaire Sumta, je suis pas gêné, mes parents m'ont envoyé à l'école privée, puis moi, mettons, je suis un produit de l'école privée, puis on était pas riches chez nous, puis je suis pas gêné de ça, mes parents faisaient des sacrifices pour qu'ils aient de l'argent pour envoyer les enfants à l'école privée, puis j'ai passé dans ma carrière politique énormément d'efforts à vouloir améliorer l'école publique. Pas parce que t'es gradué du privé que tu veux pas améliorer l'école publique. Voyons, Sa réponse ressemblait un peu à ça qu'il a donné plus tard là, dans les corridors en disant que tout ce qu'il veut, c'est que tous les enfants du Québec aient des chances égales de réussir. Là, puis que ce soit pas automatiquement tes parents sont capables de faire des sacrifices ou ont de l'argent pour t'envoyer à l'école privée. Non, tu réussis mieux de toute manière. L'école publique devrait être bonne, devrait être meilleure, on se comprend. Ouais. Mais je comprends l'espèce d'hypocrisie parce que pourquoi c'est drôle pour Bernard Drinville de lancer ça? C'est parce que c'est comme s'il y a un malaise. Là. C'est comme si Gabriel Nadeau-Dubois n'assume pas pleinement parce que, dans son milieu, puis plus socialiste, et les gens autour de lui, les plus radicaux de Québec solidaire, c'est comme quelqu'un qui vient du privé, c'est comme comme si c'était le mal. Non, c'est bien correct. Il n'y a pas de malaise. Puis il y a d'excellentes écoles publiques, Mario. Il y a d'excellentes écoles publiques, il y a d'excellentes écoles privées. L'une et l'autre garantissent ni l'échec ni le succès. Il faut travailler pour réussir. Tout savoir en 24 minutes.
Dans les affaires judiciaires, le dossier qui avait préoccupé une grande partie du Québec vient finalement de se conclure avec la condamnation du chauffeur qui a happé à mort la toute petite Maria, cette jeune fillette ukrainienne qui venait à peine d'arriver de 7 ans, qui a été happée mortellement le 13 décembre 2022. Puis c'est une fin d'histoire, Mario, qui est toujours un peu amère parce qu'on le comprend bien. Là, Juan Manuel Becerra Garcia, qui est cet homme de 46 ans qui l'a happé, a été condamné 1 an de prison à domicile. Donc, va éviter complètement l'incarcération, une interdiction de conduire par la suite, d'autres conditions qui sont associées également de probation. Mais c'est une affaire qui est tragique du début à la fin. Ouais, mais c'est que... Puis même la procureure de la Couronne le reconnaît, c'est un accident. Oui. Complètement. Là, un accident bête, complètement aveuglé par le soleil. Vous allez dire, pourquoi il va en prison? C'est après l'accident. T'sais, son geste là, qui a été reconnu parce qu'il n'était pas sur son sel. Même le juge a dit il n'a contrevenu vitesse, arrêt obligatoire. Il n'a contrevenu à aucune des règles du code de la route. Il n'était même pas genre 5 km/h au-dessus de la limite. Là. Aucune règle. Il n'a qu'une faute. Une seule. Après, ça a fait boum boum. Là, il a entendu du bruit, il l'a avoué. On a reconstitué la scène, on a dit ça se peut comme pas qu'il s'en est pas rendu compte. Il ne s'est pas arrêté. Il a continué à rouler. S'est arrêté un petit peu après pour regarder dans ses rétroviseurs, dit n'avoir rien vu, et il a filé. Et c'est donc plus tard en journée, quand il a écouté les nouvelles, puis là, ça parlait d'un déni de fuite, puis d'un enfant, là, il s'est rapporté lui-même à la police, il s'est dit, regarde, moi, je suis passé là, j'ai entendu un bruit en dessous de mon char, c'est peut-être moi. Oui, surtout que sur le véhicule lui-même, sur sa voiture, il n'y avait même pas de traces de l'impact. Là. Il n'y avait rien qui laissait présager qu'il avait frappé qui que ce soit. Puis même du côté là, de la Couronne, on l'a nié. On a dit, si on avait eu à le poursuivre, là, monsieur... Probablement qu'on n'aurait pas été capable de prouver que c'est lui exactement qui l'a frappé à ce moment-là. Sauf que, il a avoué son geste. Il a avoué son geste, il est venu se rendre, et lui, encore une fois, là, lorsque la sentence a été prononcée, s'est excusé auprès de la famille, de la petite également. Chose à noter, la mère de la petite Maria, qui avait été là tout au long des procédures judiciaires, n'était pas là cette fois-ci. Elle qui dit là finalement que ce qui était important pour elle, c'est de savoir que l'homme avait reconnu le crime, comprenait ce qu'il avait fait, et donc elle n'a plus besoin là, de se présenter en cours pour entendre tout ça. Donc, 1 an de prison dans la collectivité pour cet homme. Économie. C'est attendu aujourd'hui, puis c'est sans surprise qu'on a vu le taux directeur du Canada baisser de 5 à 4,75 %, donc un quart de point. C'est ce qui était attendu, pas de surprise là. Ce qui va être suivi par la suite, bien évidemment, c'est à savoir qu'est-ce qui va arriver pour les prochaines dates butoirs. La prochaine, le 24 juillet. Et on pourrait avoir, c'est pas du tout exclu, parce que le 24 juillet, c'est comme dans 6 semaines, et il va y avoir 2 fois des données de l'inflation. Donc, tu vas avoir, là, dans quelques jours, les données de l'inflation pour le mois de mai, parce que ça arrive après vers le milieu du mois. Donc, mi-juin, tu vas avoir celle du mois de mai. Mais avant le 24 juillet, à la mi-juillet, tu vas avoir les chiffres de l'inflation du mois de juin. Alors, beaucoup d'experts semblent dire, si les chiffres de l'inflation, là, si tout est correct, l'inflation continue à baisser ou à se maintenir pour juin, pour mai et pour juin, la probabilité, c'est qu'on pourrait avoir tout de suite en juillet, là, le 24 juillet, une deuxième baisse d'un quart de point, donc le taux directeur qui serait à 4,5. Peut-être une autre, 2 autres durant l'automne, donc pour finir l'année soit à 4 ou à 4,25. Donc on est entré dans la phase de baisse des taux au Canada, avec, peut-être un effet. Est-ce que ça va avoir l'effet immédiat sur le marché immobilier, que les acheteurs de maisons vont reprendre confiance? C'est déjà repris un petit peu. La baisse d'aujourd'hui est anticipée et les experts nous disent que le marché a déjà repris un peu. Résumé l'actualité en 24. Le monde.